Alors le problème à Brest, les gars, c'est que l'infirmerie est totalement pleine. Bon, Bradley Loco, blessé de longue date tendon d'Achille. Lesmelou n'est pas là. Koulibaly n'est pas là. Jonas Martin n'est pas là. Lala a touché aux ischios. Romain Fèvre, également un certain problème à la cheville. Ajor qui est suspendu. Il y a certains mecs ça là, fait on quand même les a une jamais liste. vus, quoi, donc on s'en fout un peu. Il y a des mecs là qui n'ont pas été essentiels jusque-là. Enfin, Ajor, Lesmelou, Lala, Bradley Loco, Romain Fèvre, c'est titulaire en puissance tout ça. Oui. Lesmelou, évidemment. Enfin, après, tu en as cité d'autres. Ajorc, oui, pas là. Lala. Depuis le début de la saison, il était là. Lala, oui, ça, pour le coup, c'est vraiment très emmerdant. Lala n'est pas là. Oui, non, mais il leur manque sûrement des joueurs très importants. Mais comme je l'ai dit plein de fois, là, c'est le championnat maintenant qui compte pour Brest. Hein. Ligue des Champions, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Hein. Ils vont y être dans les 24. Hein. L'histoire va continuer au mois de février. Ça va, ils sont au-delà de ce qu'ils espéraient faire. Hein. Ouais, mais sauf que s'ils gagnent demain, ils peuvent peut-être même être dans les 8. Va savoir. Non, mais. Ils auraient 13 points. Très bien, s'ils veulent aller au bout du dream come true, ils y vont, quoi. Mais qu'ils soient déjà dans les 24 et là, pour l'instant, ils sont tellement plus hauts. Mais c'est le championnat, moi, qui m'inquiète pour Brest. C'est le championnat et le grand vide qui peut arriver une fois passé le play-off, si jamais, comme le voudrait la logique, ça se termine à ce moment-là. C'est le grand vide derrière. Donc il faut qu'ils récupèrent les joueurs, il faut qu'ils commencent à gagner les matchs en championnat et puis la Ligue des Champions, tu vois, autant pour le PSG on est en attente d'un résultat parce qu'on se demande, on commence à avoir des inquiétudes sur la qualif, ce qui serait absolument dingue. Pour Brest, la qualif, elle est acquise. Donc maintenant, c'est championnat. Les clubs n'ont pas tous, c'est pas pareil. Si on parle d'Arsenal, Monaco, c'est grosse affiche ça demain. Mais moi, je trouve qu'il y a moins d'attente. Monaco, c'est bouclé. C'est pour ça, tu vois, c'est là que cette formule dont on a beaucoup parlé, et on se demandait à partir de quand. C'est un peu pareil dans les poules. Hein. Est-ce qu'on va. Oui, bien sûr. Non, mais. Oui, d'accord. Dernier match mais là, le calcul, il semble plus évident. Il reste 3 matchs. Il semble plus évident parce que là, il reste quand même 3 matchs et tu étais là vraiment, tu as une espèce de marge en fonction de qui tu es. De ton objectif de départ. Exactement. On se dit qu'il y a une marge tellement grande pour arriver à 24 que pour des clubs comme Monaco, Brest, Lille, top 8, c'était peut-être trop. Le PSG, on espérait parce que la nature veut qu'on espère plutôt le top 8, même s'ils n'ont plus une bonne équipe comme avant. Et là, tout est inversé. On a 3 clubs qui ont assuré le top 24 à 3 matchs de la fin et une équipe qui est pour l'instant pas dans le top 24. Donc les attentes sont complètement différentes. Arsenal-Monaco, c'est une super affiche. Mais honnêtement, Monaco, demain, ils perdent à Arsenal. D'abord, il y aura une forme de logique. Et je suis sûr qu'on fait un after. Non, c'est après-demain d'ailleurs. Oui. Un after où. Bon, ok, Monaco, là, pour l'instant, oui, c'est on championnat. dira c'est pas bien grave. C'est championnat, c'est pas bien grave. Et c'est rare en Coupe d'Europe d'avoir ce genre d'attitude. C'est-à-dire de voir une défaite comme quelque chose finalement. Alors, il y a le seul enjeu quand même, c'est sur les 8 premiers. Oui, mais bon, est-ce que pour Monaco, t'envisageais les 8 premiers après tout? Quand on est là, oui, je pense que tu joues un truc. Ils perdent contre Arsenal. Non, il n'y aura pas de crise. Alors que demain, le PSG part à Salzbourg. On va encore avoir un after au bord de la crise de nerfs. Juste un truc sur ce que tu dis sur Brest et le championnat. Moi, je suis effectivement très inquiet pour Brest parce que le fait que la séance passe bien se retourne un peu plus contre eux. On se doutait que ça allait être difficile. Moi, je ne suis pas du tout dans l'idée que c'est pas bien et qu'ils ont mal fait en jouant bien la C1. C'est tout simplement même inconscient chez les joueurs. C'est-à-dire que le truc de la C1 était tellement bien pris par le bon bout, par les joueurs, c'est tellement kiffant, c'est tellement énorme pour eux, il y a un tel investissement physique, psychologique, que la déperdition dans un effectif qui n'est pas celui des grands qu'ils côtoient en milieu de semaine, que c'est très très dur en Ligue 1 et que ça va continuer de l'être. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup de matchs, comme tu l'as dit, il en reste 3, c'est ça ? Et même si effectivement ils ont déjà fait le plus dur, que peut-être ils peuvent en perdre, peu importe, ils kiffent tous de jouer en milieu de semaine. Qui plus est, il y a des blessés, donc de toute façon, Roy, il ne peut pas mettre, il peut pas faire, il n'y a pas une rotation possible. Et les joueurs sont bouffés, même sans le savoir, parce que tu les vois, ils sont bien, hein, les gars, ça a toujours une bonne mentalité. Ils sont mangés psychologiquement par ce rythme et surtout cet impact psychologique qu'a eu la C1 sur eux. Donc vraiment, quand tu les vois en Ligue 1, chaque week-end, là maintenant depuis quelques matchs, ça fait un peu peur. Les principes sont toujours les mêmes. Tu as toujours une équipe qui sait comment elle doit jouer, qui veut jouer. Tu as des joueurs qui sont identiques. Et pourtant, tu as moins de gaz, tu as moins d'essence, tu as un tout petit peu moins d'envie. Et même si c'est inconscient,
c'est vrai que c'est assez inquiétant. Concluons avec Eric Roy, et il parle écoutez, de la fatigue brestoise. Je pense qu'il faut toujours aborder les matchs avec beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai qu'on est toujours déçu, et notamment quand on perd des matchs comme le dernier, notamment à Lille, on a l'impression de ne plus s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Forcément que c'est des moments qui sont très décevants, c'est des moments qui sont difficiles des fois à digérer, mais en même temps, le fait de jouer tous les 3-4 jours, comme ce rythme qu'on n'a pas l'habitude de vivre et que l'on a actuellement, ça permet aussi de se reprocher tout de suite sur un nouvel objectif, et donc du coup de recharger les batteries et puis d'être à nouveau plein d'énergie pour le prochain challenge. J'espère que l'équipe sera, même si elle est diminuée, très excitée et très heureux déjà de pouvoir jouer ce match-là, parce que je pense que c'est un match fantastique à jouer, donc j'espère que quelque part il y aura cette énergie positive. Voilà pour Eric Roy et pour la Ligue des Champions, demain match à vivre sur RMC. Daniel, avant de parler de Pogba dans quelques minutes, on a évoqué la semaine dernière une étude qui révélait des chiffres assez alarmants pour le football français. Oui, absolument. On disait que l'étude sortira, on est lundi, ça doit être demain soir tard, et ça sera dans beaucoup de médias mercredi. Oui, effectivement, Foot Uni, donc qui est le MEDEF du football, le MEDEF du football, qui est dirigé par l'ami et laquais de Vincent Labrune, Laurent Nicolin, donc Foot Uni. Ils ont commandé il y a quasi un an, un peu moins d'un an maintenant, une sorte, alors les fameux cabinets conseils là, qui sévissent un petit peu dans tous les milieux, une enquête sur finance, stratégie, une sorte de baromètre de ce qu'était le football. Visiblement, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait. Et alors, il y a des choses intéressantes dans cette étude, mais elle a quand même commencé à un moment où on attendait encore 700-800 millions de droits télé. Et l'enquête, elle s'est terminée au moment de la situation actuelle, puisqu'elle va être rendue publique dans 2 jours, alors qu'ils n'ont pas eu l'argent qu'ils attendaient. Donc, ils ont dû un petit peu s'adapter, parce qu'ils sont partis avec des considérations qui ne sont pas celles qu'ils ont eues au final. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude ? Bon, c'est quoi le football en termes d'emploi, de contribution à la richesse nationale ? C'est une sorte de quantification, des choses qui sont quand même assez intéressantes. Bon, tu vois, ne serait-ce que de savoir qu'il y a 40 000 emplois tout autour du foot. Alors ça va du joueur au président, au personnel administratif, à l'hôtel Mercure ou aux les prestataires qui dépendent du football. Ou le joueur de foot. Ça c'est toujours un peu délicat, parce que est-ce que tu vas compter le jardinier qui s'occupe de ta pelouse un jour par semaine et qui passe à l'arrêt de ton club, qui est salarié de la boîte de jardinage? Oui, moi je parle plutôt des jardiniers qui travaillent dans le club, mais je te dis de l'hôtel où les joueurs vont aller dormir, et où s'il y a une catastrophe financière pour le club, les mecs n'iront plus dormir. Donc c'est tous ces emplois-là, et effectivement il y en a, à cause de la situation économique, beaucoup, alors ça ils n'arrivent pas à quantifier combien, mais beaucoup d'emplois qui sont menacés par la situation économique du foot français. Ça peut être une sorte pas de dévastation, pas jusque-là, mais vraiment un phénomène de grosse perte d'emploi. Bon, après, il y a des choses, pour ceux que ça intéresse quand même, ils sont même allés faire une sorte de baromètre, pas de baromètre, de bilan carbone de la Ligue 1. Vous sauriez, à notre époque, c'est quelque chose de très important. J'ai l'impression que ça vous touche pas. Ça te touche pas l'écologie, Flo ? Ça n'a pas l'air intéressé. Est-ce que tu sais, par exemple... Flo prend beaucoup le train pour venir de Rennes. Voilà. Le moyen le plus écologique après le vélo. L'avion. Alors, tu sais que... Parce que c'était pas écolo, donc j'ai arrêté le d'accord. Paris-Rennes. Je ne savais pas que tu étais allé jusque-là. Tu sais qu'à un moment, il y avait eu la grande polémique des déplacements. Là, oui, TGV, machin. Suite à l'affaire du char à voile. Voilà. Donc, alors, on en fait des caisses sur les déplacements des joueurs. Bus ou machin, ou avion, aussi, cela. Alors, en émission totale CO2 du foot, le déplacement des joueurs. Bon, alors après, faites pas chier à me demander les pourquoi. Moi, j'ai pris les chiffres, parce que c'est des choses que je maîtrise pas bien. Les chiffres, en tout cas, je les ai. Les déplacements des équipes, tous, ça n'est que 6% du total en bilan carbone. C'est quoi le reste, les supporters ? Déplacement des supporters, 60%. Oh, les méchants supporters. Ils viennent avec des bus tout pollués et tout. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a après ce qu'ils font quand ils arrivent sur place, tout ce qui se passe et tout ça. Et après, le reste, c'est les déchets, la restauration, le chauffage du stade, la retransmission télé. Il y a un bilan carbone négatif à ça. J'ai appris plein de choses. Et évidemment, également, dans l'étude, il est évoqué le problème du piratage qui doit absolument être résolu. Il en va de la survie du football français. Bon, après, il y a plein de choses sur les clubs qui ont des actionnaires forts qui remettent au pot.
Et s'ils ne remettent pas au pot, il y a des clubs qui ne vont pas pouvoir le faire. Il y a menace non seulement de perte d'emploi, mais de clubs qui sont en très, très grande difficulté financière. Daniel